Allez, ben on est parti. Donc, je suis ravi d'être ici avec vous et je vais vous présenter un deep dive de BigQuery. Alors, c'est un deep dive qui porte pas forcément bien son nom parce qu'on va partir quand même de la base pour être sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'est un data warehouse et on va aller au fur et à mesure vers des techniques d'optimisation. Donc, je m'appelle Clément Bosque, je suis data engineer chez Stack Labs. Donc, juste deux petits mots sur Stack Labs. On est une société de passionnés de tech. On fait de la sécu, du dev, de la data et tout ça dans le cloud, donc GCP, AWS principalement. Et on recrute en ce moment, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir discuter juste après. Avant de commencer, juste un petit sondage à main levée. Qui c'est dans la salle qui travaille déjà avec BigQuery? Pas énormément de monde, donc c'est cool, vous allez apprendre des choses. Et qui c'est qui s'identifie comme data engineer, data analyst, développeur, qui travaille avec les données d'un data warehouse peut-être? Ok, bah top. Donc c'est une presse qui va se décomposer en 4 parties. Au début, on va faire un rappel de qu'est-ce que c'est la data analytics et un petit peu d'histoire. Donc c'est toujours bien de savoir d'où est-ce qu'on part pour connaître l'état du marché actuel. Notamment qu'est-ce que c'est un data warehouse tout simplement. La deuxième partie, ce sera un overview du produit en lui-même. Qu'est-ce que c'est BigQuery. Ensuite, on parlera d'optimisation de coûts et de performance. Et on va voir que c'est deux sujets qui sont extrêmement liés. Et enfin, on présentera des bonnes pratiques en vrac, des petits tips de projets en production. Allez, on commence par l'histoire de la data analytics. Et pour ça, on va partir d'un exemple concret, c'est celui de l'entreprise Decasport. Donc c'est pas très original comme nom, je vous l'accorde, mais c'est une entreprise imaginaire qui vend des articles de sport sur un site de e-commerce. Derrière ce site de e-commerce, ils ont une base de données relationnelle, disons Postgre, MySQL, peu importe, qui va permettre de stocker toutes les transactions clients, la liste des produits, ce genre de choses. Et ils ont le besoin de faire de l'analytics sur les données qui sont dans leur base relationnelle. Et donc visualiser tout ça avec des KPI sur un dashboard, ce genre de choses. Et en fait, tout le métier de data engineer, il réside dans ce trait fin qui sépare les sources de données, donc en général des bases relationnelles, avec de l'analytics. Donc l'analytics, ça peut être du reporting dans des outils de visualisation de données, type business intelligence, ça peut être du machine learning, ça peut être des stats, tout un tas de choses. Donc Decasport, ils se rendent compte qu'ils ont deux besoins avec la donnée. Ils ont le premier besoin, c'est d'avoir une base de données opérationnelle pour pouvoir faire en sorte que leur business fonctionne. Donc, c'est-à-dire derrière leur site de e-commerce, leur site de RH, pouvoir stocker les produits, les transactions clients, ce genre de choses. Et ils ont le besoin analytics. Et très vite, ils se rendent compte qu'un même support, ça ne va pas fonctionner pour ces deux besoins-là. Parce que les requêtes analytics, elles sont beaucoup plus complexes que les requêtes transactionnelles. On va avoir un nombre de jointures plus important, des volumes plus importants, et ça va poser des problèmes. Et donc, il y a quelqu'un de plutôt malin qui a inventé une nouvelle technologie dans les années 90 qui s'appelle les cubes OLAP. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a distingué les bases de données qu'on appelle OLAP pour Online Analytical Processing. Donc, c'est des bases de données qui sont optimisées pour la lecture. Des bases de données OLTP, donc Online Transactional Processing, donc des bases de données optimisées pour l'écriture, avec le support des transactions, la consistance forte, ce genre de choses. Et du coup, ces cubes OLAP, ils se distinguaient des bases classiques parce qu'ils ils stockaient la donnée in memory, donc en mémoire vive dans la RAM, pour que ça aille beaucoup plus vite pour obtenir des réponses. Ils avaient une structure interne très particulière, donc c'était des matrices multidimensionnelles, donc c'est des tableaux de tableaux de tableaux, dans lequel, dans la case au milieu, on va stocker une valeur à agréger, par exemple un chiffre d'affaires. Et InDesign, il y avait un modèle de données, donc ici on modélise, pour qu'on comprenne bien, un cube en 3 dimensions, pour avoir une dimension produit, une dimension date et une dimension géographie. Et à la croisée de ces dimensions, on aurait une valeur correspondante. Et donc on peut faire des opérations du style somme d'un produit sur toutes les dates ou ce genre de choses. Et du coup, c'est une méthode qui est plutôt sympa, ça marchait bien. Le problème, c'est qu'il y avait des pipelines d'alimentation qui étaient assez complexes à maintenir entre les sources et la destination parce qu'il y avait cette structure interne qui était vraiment différente. Et du coup, très vite, on a introduit une nouvelle brique dans les stacks data qui est le data warehouse. Et du coup, le data warehouse, il répond à cette problématique de pouvoir rafraîchir plus rapidement et plus facilement ces cubes OLAP. Et donc, on va pouvoir avoir plusieurs cubes OLAP qui sont dédiés à des usages analytiques particuliers. Et du coup, donc ces data warehouse, il y a des gens qui ont réfléchi à comment modéliser la donnée au sein des data warehouse pour pouvoir faciliter cette alimentation. Et donc on retrouve par exemple le schéma en étoile, le schéma en flocon, le data vault. Mais à chaque fois, c'est une idée centrale d'avoir, une table centrale qui contient les données à agréger et tout autour des données un peu plus structurantes qu'on appelle des tables de dimensions. Et donc, on va pouvoir rafraîchir plus facilement ces cubes.
Mais ça pose quand même un problème, parce que, on l'a dit, c'est en mémoire vive. La mémoire vive à cette époque-là, ça coûte cher, c'est limité en taille, et donc on va migrer vers d'autres types de technologies. Et donc on avance un petit peu plus dans le temps, et on est dans les années 2010-2013, et donc arrive l'ère du MPP, pour Massively Parallel Processing. Donc ce sont des bases de données de nouvelle génération qui reposent principalement sur la parallélisation et la distribution des traitements, pour pouvoir obtenir une réponse plus rapide. Ils ont également un stockage qui est orienté colonne, ce qui fait que plutôt que quand on fait une agrégation sur un montant, plutôt que d'avoir à lire toutes les lignes, toutes les informations, même inutiles, comme sur les bases classiques, là, on va pouvoir lire uniquement la colonne qui nous concerne, en l'occurrence la somme des montants. Et ça va permettre de compresser plus facilement la donnée, toujours dans cet objectif d'avoir des réponses plus faciles. Donc c'est des bases de données qui sont basées cloud la plupart du temps. On retrouve BigQuery en l'occurrence, on retrouve Snowflake, Redshift, Teradata. Vous avez peut-être entendu parler de toutes ces bases-là. Et on parle toujours de technologies OLAP qui sont dédiées à l'analytics et à la lecture intensive et à faire des agrégations. Et donc derrière, on retrouve notre reporting sur ces bases-là. Et en fait, on s'est très vite rendu compte, là, dans les architectures maintenant modernes, que les cubes OLAP, progressivement, ils disparaissent parce qu'ils avaient été conçus pour compresser la donnée, pour avoir des réponses plus faciles. Et ça, on va arriver à le faire directement avec le Data Warehouse, avec ces nouvelles technologies. Et on n'est plus limité en RAM parce que c'est stocké sur disque, il y a de la redondance de partout, c'est sur des clusters, donc ça marche mieux. Donc vous l'avez compris, BigQuery, c'est un Data Warehouse. Donc ça veut dire que c'est une technologie OLAP, ça sert à faire de la lecture intensive, des agrégations, ça modélise la donnée de façon à avoir une réponse plus orientée analytics, orientée business. Donc c'est un data warehouse qui est serverless et qui est dans le cloud, donc sur Google Cloud Platform. Serverless, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réserver de la ressource, contrairement à d'autres data warehouses où vous allez devoir gérer une capacité. Ici, il va monter en capacité à la demande. Donc en fait, la structure interne, souvent on parle de BigQuery comme d'un seul gros produit, mais ce n'est pas tout à fait vrai. BigQuery, c'est deux produits en un. Vous avez le moteur d'exécution, donc le BigQuery Query Engine que vous avez sur la gauche, et le BigQuery Storage, qui est le support de stockage distribué. Ça, c'est une volonté forte de séparer ce qu'on appelle le compute du storage, de façon à ce que les deux puissent scaler indépendamment les uns des autres. De la même façon, vous allez pouvoir utiliser le moteur d'exécution pour interroger de la donnée qui se trouve en dehors du BigQuery Storage. Donc c'est ce qu'on appelle des queries fédérées. Vous allez pouvoir lire de la donnée qui se trouve dans du stockage externe, par exemple sur du Amazon S3, sur du Google Cloud Storage, même sur Azure. Vous allez aussi et même sur Google Drive d'ailleurs, vous allez pouvoir faire ça. Et inversement, vous allez pouvoir utiliser d'autres moteurs d'exécution que le moteur d'exécution de BigQuery. Donc c'est principalement des moteurs d'exécution issus du monde du big data et de l'open source. Donc on retrouve Spark, Beam, Flink, pour pouvoir lire de la donnée qui se trouve dans le BigQuery Storage. Donc les deux sont vraiment indépendamment et c'est deux produits différents. Mais la plupart du temps, on les utilise ensemble et c'est là que vous allez avoir les meilleures performances. Et la plupart des gens font ça quand même si ça a quand même son intérêt de séparer les deux. Et donc concrètement, vous n'avez pas de client lourd ou quoi que ce soit. Tout se passe dans le navigateur. Vous ouvrez la console Google Cloud, vous accédez à BigQuery, vous tapez votre requête SQL avec de la donnée qui est chargée. Cette requête SQL, elle va donner lieu à la création de ce qu'on appelle un job. Ce job, il va être priorisé, mis en file d'attente, la plupart du temps exécuté immédiatement. Il va donner lieu à la création d'un arbre algébrique. Cet arbre algébrique, il va être optimisé par un optimiseur. L'optimiseur va aller localiser la donnée, qu'elle se trouve dans le BigQuery Storage ou dans du stockage externe, et va la déplacer sur les nœuds d'un cluster. Donc vous allez avoir chaque petite partie d'une table qui va être sur les nœuds d'un cluster. Les agrégations vont être réalisées localement sur chaque nœud du cluster. Et il y a un nœud qui va s'occuper de regrouper tous les résultats de chaque nœud. Et ce résultat global-là, il va être écrit dans une table temporaire. Et ça, c'est un mécanisme intéressant. Donc c'est le résultat qui est dans la table temporaire qui est affiché à l'utilisateur dans la console. Donc tout ça, ça prend une seconde, sauf en fonction de la donnée que vous avez, mais la plupart du temps, c'est assez rapide. Mais c'est intéressant cette table temporaire parce que vous allez bénéficier d'un mécanisme de cache. Donc si la même requête SQL est soumise une deuxième fois peu de temps après, BigQuery, l'optimiseur, va dire « Tiens, mais en fait la donnée source n'a pas bougé, je ne vais pas me retaper toutes les agrégations, redéplacer la donnée sur le cluster, etc. Je retourne directement le contenu de la table temporaire. » Et comme ça, vous n'allez rien payer. Donc, comme on a une forte séparation du compute et du storage, on retrouve ça également sur la tarification et le prix. Ce qui est bien avec BigQuery, c'est qu'il y a une tarification à la demande. Donc ça veut dire qu'il y a un prix qui est juste pour un petit peu tout le monde.
il n'y a pas un gros prix d'entrée qui peut être difficile d'accès. Donc sur le stockage, c'est exactement les mêmes prix que du bucket S3 ou Cloud Storage. Donc c'est 2 centimes du giga par mois, sachant que de la donnée qui n'est pas utilisée, pas modifiée depuis plus de 3 mois, va être divisée par 50% le prix. Donc 1 centime. Sur le moteur d'exécution, ça coûte 5 $. Donc c'est, on va dire 5 euros, bon, c'est pas vraiment comme ça, mais ça dépend des régions, mais on va dire que 5 $ par téra de données processées. Et donc toute la stratégie d'optimisation va consister à limiter la quantité de données qui est scannée pour pouvoir payer le moins possible et avoir une réponse la plus rapide possible. Donc 5 $ par mois, 5 $ par téra processé, c'est quand même assez raisonnable. Sachant que pour ces deux produits, enfin pour ces deux tarifications, vous avez du free tier. Donc sur le premier, vous avez 10 gigas par mois de stockage gratuit. Et le deuxième, c'est 1 téra de données processées gratuit par mois. Donc ça veut dire que sans mettre de carte bleue ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir tester le produit quand même avec de bonnes capacités. Donc, ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce data warehouse? Vous allez pouvoir mettre toutes les données qui respectent un schéma fort, donc des données structurées. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire évoluer votre schéma dans l'avenir, mais il va falloir quand même que vos données respectent un schéma fort, vous n'allez pas pouvoir faire du semi-structuré. On peut mettre tous les types primitifs qu'on peut imaginer, donc par exemple du chaîne de caractères, de l'entier, des dates, ce genre de choses. Et on va pouvoir aussi introduire des types un peu plus avancés, comme les tableaux et les structures imbriquées. Donc, par exemple, ici sur la gauche, j'ai un document JSON que je veux insérer dans ma base de données qui représente une facture. Donc, j'ai le nom du client qui a acheté les produits, le montant total, la date. Et je vais avoir une sous-catégorie qui sont les lignes de facture, avec la description du produit, le montant associé, la quantité. Et donc, je vais pouvoir reproduire ça dans mon schéma de base de données avec des arrêts de struct. Et ça, c'est très important, ça évite de faire des jointures avec d'autres tables. En relationnel, vous auriez une table de ligne de facturation et une table qui représente la facture. Vous devrez faire une jointure entre les deux. Sur les bases de données MPP, donc, qui parallélisent les traitements, on essaie d'éviter les jointures. Donc, à encourager. Il y a des nouveaux types, je passe rapidement dessus, mais il y a le type JSON de colonne JSON qui va vous permettre de stocker du semi-structuré et faire de la recherche dans des données qui ne respectent pas un schéma fort. Ça, a été ajouté récemment. Vous avez le type géographie qui va permettre de représenter des objets complexes, donc faire des calculs d'aire, des polygones, de distance, ce genre de choses. Et vous avez la paramétrisation de type primitif, donc c'est des trucs classiques, mais dire que votre chaîne de caractères ne doit pas dépasser 30 caractères, vous allez pouvoir le spécifier et le moteur d'exécution le limitera. Donc concrètement, comment faire pour charger de la donnée dans BigQuery? Maintenant que vous savez ce qu'on peut y mettre, il y a 3 méthodes principales. La plus simple, c'est le job de type load. Donc ça, c'est la méthode que je recommanderais dans la plupart des cas. Vous allez pouvoir charger de la donnée en utilisant l'API, vous spécifiez où se trouvent vos données, donc c'est du CSV, du JSON, du parquet, ce genre de choses. Vous spécifiez la table destination, c'est un job de type batch, donc on charge tout le fichier en même temps, et c'est gratuit. Donc ça, c'est génial. La plupart du temps, ça suffit. La deuxième méthode, c'est d'utiliser ces fameuses queries fédérées, donc c'est interroger du stockage externe à BigQuery, vos données sont forcément ailleurs. Donc ça peut être du coup utiliser des requêtes SQL de type insert into, select from mon connecteur externe. Donc vous pouvez charger de la donnée qui se trouve dans Google Cloud Storage, dans Cloud SQL, donc des bases de données Postgre, MySQL, dans du spanner, du Bigtable, des fichiers de Drive, et ensuite vous insérez ça avec des requêtes SQL dans des tables natives. L'avantage c'est qu'il y a plus de sources de données par rapport à la première méthode, c'est toujours du batch. Par contre, il y a plus de configuration, vous allez devoir configurer les connexions externes aux sources de données, ce genre de choses. La troisième méthode, c'est la méthode qui est la plus avancée, ça consiste à utiliser le Storage Write API. Donc c'est une méthode qui va répondre à toutes les problématiques de low latency. Vous allez pouvoir faire de l'insertion de données en batch et en streaming, les deux à la fois, c'est unifié. Vous avez beaucoup plus de contrôle sur comment la donnée est insérée, vous allez pouvoir faire de la déduplication de données, voilà, ce genre de choses. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Il faut forcément utiliser les API clients, enfin, les librairies clients en Python et en Java. Ben voilà, maintenant vous allez pouvoir connecter, une fois que vous avez de la donnée dans votre data warehouse, vous pouvez connecter votre outil de BI favori, Data Studio, Power BI, Tableau, peu importe. Pour ça, vous avez des drivers, JDBC, ODBC, vous avez des drivers dédiés parfois qui vont un petit peu plus vite. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il n'y a pas de coût lié à l'egress
On parle souvent d'ingress, egress dans les cloud providers. L'ingress, ça consiste à sortir de la donnée du cloud provider. Avec BigQuery, ça coûte rien. Ça veut dire que si votre outil de visualisation est stocké sur un autre cloud ou peu importe, ou chez vous, le résultat de la requête SQL retournée par BigQuery, vous n'allez pas payer pour sortir de la donnée. Et du coup, forcément, ça perdrait son intérêt sinon. Donc ça marche bien dans un premier temps, parce que Decasport, c'est une petite entreprise de e-commerce, donc ils ont juste 1 ou 2 sources maximum. Mais au fur et à mesure, ils commencent à avoir des bases de données qui commencent à grossir. Ils ont plus de variétés de données différentes. Ils ont du temps réel, des applications SaaS, des fichiers Excel, des ERP, des CRM, tout un tas de choses qui arrivent. Et là, les utilisateurs commencent à râler parce que les dashboards ils sont beaucoup plus longs à charger. Et l'administration de la boîte aussi commence à râler parce que ça commence à coûter cher à chaque fois qu'un utilisateur accède au dashboard, il y a une requête SQL qui est générée sur tout un tas de données. Et donc ça ne va plus. Ce qui nous emmène à notre troisième partie, comment faire pour faire de l'optimisation de coûts et de performance. Et comme on a vu qu'on payait à la quantité de données qui est scannée, forcément si on scanne plus de données, ça va prendre plus de temps. Si on scanne plus de données, ça va coûter plus cher. C'est pour ça que les deux sont tout le temps liés. Et avant de rentrer dans le détail, la première chose à savoir, c'est que dans BigQuery, il n'y a pas d'index. Donc ceux qui ont fait du relationnel savent bien ce que c'est un index. Donc je fais juste une passe là-dessus. Un index, c'est une structure de données qui va permettre de localiser très rapidement une ligne en particulier dans une table. Et en fait, donc, comment ça fonctionne, souvent c'est des B-arbres, et on va stocker le pointeur sur disque sur laquelle la donnée est stockée, et donc on ne va pas scanner tout le disque, on va uniquement ouvrir la page du disque sur laquelle on a notre donnée. Donc par exemple, si on fait une restriction sur un client en particulier, on ne scanne pas tout. Le problème, c'est que les index, ça coûte cher, il faut les calculer, il faut les recalculer à chaque fois qu'on insère de la donnée. La taille des index est bien supérieure à la taille de la donnée elle-même. Et donc sur des systèmes comme ça où on stocke énormément de données, c'est pas possible. Et surtout que BigQuery, ça ne sert pas à récupérer une information en particulier. Ça sert à faire de la lecture intensive et des grosses agrégations. Donc ça n'aurait pas de sens de maintenir des index. Après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas optimiser et qu'on ne peut pas limiter la quantité de données qui est scannée dans une table. Donc la première optimisation, c'est la partition de table. Donc imaginons que je veux faire une requête SQL qui va faire la somme des montants de chiffre d'affaires pour une date en particulier. Donc là, dans mon tableau, j'ai des ID clients, des dates de transaction et un montant associé. Si je lance cette requête SQL sur une table qui n'est pas partitionnée, que j'ai 10 ans d'historique, tous les 10 ans vont être scannés, même si j'ai fait un where date au 1er janvier 2022. Ça coûte cher, ça prend du temps. C'est pas terrible. Je peux faire un partitionnement de table en spécifiant ma colonne de date, donc qui représente ma date de transaction. Ce que va faire BigQuery derrière, c'est qu'il va créer plein de petites sous-tables qui vont être taguées avec la valeur de la date qu'elle contient. Donc il y aura une petite table pour le 1er janvier 2022, une petite table pour le 2, le 3, etc. Et donc, il va ouvrir uniquement les tables qui sont concernées par ma restriction. Et du coup, il n'y a qu'un scan partiel de la table qui va être effectué. Donc ça, c'est super pratique. Vous allez pouvoir par contre utiliser que des dates ou des timestamps ou des datetime pour réaliser vos partitions. Vous pouvez aussi utiliser des ranges d'entiers. Donc par exemple, vous dire tous les 1000 clients, je les mets dans une même partition. Par contre, il faut que vos clients soient représentés par un entier. Et vous pouvez partitionner par date d'ingestion. Donc la date d'ingestion, c'est une colonne cachée qui est gérée automatiquement par BigQuery. C'est la date qui correspond à la date de chargement de votre enregistrement. Il faut faire attention avec ça, parce que si vous faites une initialisation, que vous chargez 10 ans d'historique parce que vous commencez avec BigQuery et que vous aviez un système legacy avant, tout va se retrouver dans la même partition, ce qui revient à ne pas avoir de partition en fait. Donc plutôt utiliser une date business qui aura du sens et dont les utilisateurs vont faire des restrictions dessus. Deuxième optimisation, c'est la clusterisation de tables. Donc c'est assez différent du partitionnement, ça consiste à trier physiquement sur disque les données selon une ou plusieurs colonnes. Donc par exemple ici, je fais un cluster sur ma valeur d'ID client. Donc ça veut dire que je vais d'abord avoir les clients 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je veux faire la somme des montants pour un client en particulier. Je fais un cluster sur mon client. BigQuery va à nouveau créer va trier selon ces valeurs-là et va créer ce qu'on appelle des blocs. Donc c'est à nouveau des sortes de sous-tables.
Et les blocs vont être tagués avec les valeurs distinctes qu'il contient. Donc par exemple là, ici, j'ai le bloc avec les clients 1, le bloc avec les clients 2, 3, le bloc avec les clients 4 à 6. Vous n'avez pas la main sur les sous-blocs qui sont créés, tout ça c'est géré en interne par BigQuery. C'est bien, mais c'est pas bien à la fois, parce que comme on le voit ici, si je fais une restriction sur le client 3, j'ai un scan uniquement du bloc client 2, 3, mais du coup il a aussi scanné des clients 2. Donc c'est pas parfait, mais on voit quand même que ça permet de limiter les données scannées. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça sur d'autres types par rapport au partitionnement, où on peut utiliser que les dates, là on peut utiliser des entiers, des chaînes de caractères. Vous pouvez le faire sur plusieurs colonnes. Attention avec ça, parce que faut respecter l'ordre dans lequel vous allez interroger vos données. Quand vous faites un where customer ID égale 3 et que vous avez clusterisé par une autre colonne, il faut que ça soit dans le même ordre, dans le where. Vous pouvez le faire sur des tables qui sont partitionnées ou non partitionnées. Donc dans le cas de table partitionnées, l'ordre est réinitialisé au sein de chaque partition. C'est isolé dans la partition. Et bien sûr, votre grande table là, qui contient 10 ans d'historique, elle évolue tout le temps, parce qu'on insère des données tout le temps. Ça veut dire qu'il faut retrier en permanence. Et donc ça, c'est fait gratuitement par BigQuery et automatiquement. Alors, une autre optimisation qui est très similaire au partitionnement, c'est le sharding de table. Donc là, le partitionnement va créer des sous-tables automatiquement pour vous, qui sont cachées. Là, c'est différent, dans le sens où c'est à vous de gérer manuellement les tables différentes. Vous allez pour ça utiliser un préfixe commun. Ici, j'ai utilisé table underscore comme préfixe commun, et un suffixe différent. Et donc, c'est moi-même qui gère l'insertion de mes données France dans la table France, mes données Espagne dans la table Espagne, etc., etc. Et je vais pouvoir, dans ma requête SQL, filtrer uniquement sur le suffixe en particulier. Ici, utiliser que les données d'Espagne, et donc il va isoler la table qui s'appelle table Espagne. Donc, comme j'ai dit, c'est un petit peu comme le partitionnement. Par contre, ça va marcher avec des chaînes de caractères. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que vous allez vous-même devoir gérer les tables. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien si vous avez un grand nombre de valeurs distinctes sur la colonne à charder. Ça marche bien pour des pays, parce qu'il n'y a pas des nouveaux pays tout le temps, et il n'y a pas 10 millions de pays sur Terre. Si vous faites ça sur des clients, que vous avez des nouveaux clients tout le temps, c'est super pénible. Vous allez devoir créer vous-même vos tables à chaque fois. Donc pour ça, il faut utiliser le clustering. Et ça peut être utilisé en plus du clustering et du partitionnement, tout ça ensemble, comme ça fonctionne bien. Dernière optimisation qu'on peut faire, que je voulais vous présenter, ce sont les vues matérialisées. Donc c'est pour le coup assez différent. Imaginons que vous avez un outil de visualisation de données qui fait la somme des montants par client, ou par année, ou peu importe. Toujours sur votre super grande table avec 10 ans d'historique et des millions, voire des milliards de lignes. À chaque fois que l'utilisateur va accéder au dashboard, pour avoir mon diagramme en barre avec la somme des montants par année, il y a une requête SQL qui est générée, qui est soumise à BigQuery, et les agrégations sont calculées à chaque fois. Donc si vous avez plein d'utilisateurs qui accèdent en même temps, alors oui, vous avez du cache, etc. Mais s'il y a plein d'utilisateurs qui accèdent en même temps, ça ne sert à rien de tout recalculer à chaque fois. Donc pour ça, vous pouvez faire une vue matérialisée qui va pré-agréger le résultat de votre agrégation. Donc là, vous définissez votre vue avec la somme du montant par client. Les résultats vont être physiquement écrits sur disque et BigQuery s'assure qu'ils sont toujours à jour. Donc ça veut dire que si vous ajoutez de la donnée dans votre table source, que les agrégations, le delta, sont recalculés automatiquement et physiquement écrites sur disque. Et donc votre utilisateur, il peut maintenant lire cette table-là plutôt que de lire la grande table. Et encore mieux, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Smart Tuning qui permet de dire je veux quand même laisser ma grande table connectée à mon dashboard. Mais BigQuery, au moment d'optimiser le plan d'exécution, est assez malin pour se dire mais il existe une vue matérialisée qui réalise déjà agrégation, donc je vais switcher et je ne vais pas recalculer, mais utiliser la vue matérialisée directement. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous avez tous compris ce qu'était BigQuery, comment on pouvait optimiser? C'est bon? Nickel. Donc je vais passer à la dernière partie, qui sont des bonnes pratiques, donc c'est des petits tips en vrac de comment optimiser votre travail avec BigQuery en production. Alors ça, c'est un petit peu bateau et c'est valable pour plein de data warehouse différents, du moment qu'on a un stockage orienté colonne. Mais n'utilisez pas le select étoile. C'est vrai que c'est tentant parce que c'est simple à utiliser, vous n'avez pas besoin de spécifier les colonnes. Mais si vous faites ça, toute la donnée va être lue dans la table, surtout toutes les colonnes, même si vous ajoutez une restriction, que vous avez de l'optimisation.
Comme c'est un stockage orienté colonne, si vous sélectionnez uniquement les colonnes dont vous avez besoin, ben, ça va lire uniquement les données de ces colonnes-là. Du coup, ça va vous coûter moins cher. Ça ira plus vite. Pour faire des jointures, donc toujours partir de la table la plus grande à gauche dans le from et faire la jointure avec la table la plus petite. Ça va vous éviter du shuffle, donc c'est cette opération de déplacer de la donnée sur les nœuds du cluster. Et aussi, essayer de faire des conditions de jointure sur des données de type entier, parce que c'est plus simple de comparer des entiers avec des entiers que des chaînes de caractères entre elles. Bon, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, surtout s'il y a beaucoup de volumétrie, essayez de le faire. Les CTE, est-ce que vous connaissez ça, les CTE? En fait, c'est comme une vue, donc c'est une syntaxe qui consiste à écrire with, nom de la CTE, as, contenu de la CTE, et vous pouvez utiliser ça dans le reste de votre requête. C'est dispo sur tout, hein, même sur Postgre, MySQL, tout ce que vous voulez. Ça consiste, du coup, c'est comme une vue, en fait, qui est par contre scopée uniquement au sein de votre requête. L'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de décomposer, vous pouvez en écrire plusieurs, les unes à la suite des autres, ça va vous permettre de décomposer vos opérations de transformation, plutôt que d'avoir une énorme requête avec des sous-requêtes de partout, c'est illisible. En fait, il faut imaginer, d'écrire du SQL, c'est comme faire du développement logiciel, ça va être maintenu, ça va être relu, donc il faut s'assurer que les gens vont pouvoir faciliter la relecture de votre code. Ici, dans cet exemple, du coup, j'ai des campagnes marketing qui contiennent dans le nom de la campagne le pays de ciblage. Donc je fais une CTE qui utilise une regex dans un premier temps pour extraire le pays de mon nom de campagne. Et ensuite, dans le reste de ma requête, je fais une jointure avec un référentiel de pays pour obtenir le nom. Si je n'avais pas fait de CTE, j'aurais dû utiliser 2 fois la regex, à la fois pour la condition de jointure et pour la restitution dans le select, ça aurait été illisible. Donc faites ça, c'est plus simple. Par contre, faites attention avec les CTE, parce que si vous référencez plusieurs fois votre CTE dans la suite de la requête, elles ne sont pas précalculées en mémoire. Donc elle va être calculée à chaque fois que vous la référencez. Du coup, si vous faites ça, préférez des tables temporaires. Vous écrivez le résultat de votre première étape de transformation, etc. Et vous enchaînez les tables temporaires. À la fin de votre requête, c'est détruit. Souvent, on demande quelles sont les meilleures façons de modéliser de la donnée dans BigQuery ou dans des data warehouses parallélisés comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de schéma en étoile. Donc le schéma en étoile, ça consiste à avoir une table de faits centrale qui contient uniquement les chiffres, valeurs à agréger, et qui contient des clés étrangères vers des tables qu'on appelle de dimensions. Donc on a les produits qui sont dans une dimension, les magasins, les pays, je ne sais pas, peu importe. Donc le problème de cette modélisation, c'est qu'il y a beaucoup de jointures qui sont créées. À chaque fois qu'on veut avoir le résultat filtré sur une dimension particulière, on doit faire une jointure entre la dimension et la table de faits. Donc, essayez d'éviter sur BigQuery. Le data vault, c'est encore pire. Le data vault, c'est pareil, il y a un link au milieu, on fait un lien avec un hub. Ensuite, le hub, il contient plusieurs satellites. Et à chaque fois qu'on fait une requête SQL, on doit faire 15 jointures. Alors, ça facilite l'insertion de la donnée et c'est plus fidèle aux sources. Donc, c'est tentant. Par contre, les performances, c'est catastrophique quand vous avez beaucoup de données. Ce qui marche bien, là, qu'on entend souvent parler en ce moment, c'est la One Big Table, OBT. Donc ça consiste à mettre tout dans une seule grande table, les dimensions et les faits. On réplique tout, donc ça veut dire que si un produit il est acheté plusieurs fois, la description elle va être écrite sur la table autant de fois qu'il a été acheté. C'est pas terrible pour le stockage, mais le stockage ça coûte pas cher comme on l'a vu. Donc favorisez ça, comme ça vous n'avez pas de jointure. Donc il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'on diminue de 50%, on améliore de 50% les performances des requêtes avec cette modélisation-là. Donc ça peut être intéressant. Et c'est plus facile à comprendre pour l'utilisateur final. Autre optimisation, c'est d'utiliser Terraform et des outils d'automatisation de déploiement d'infrastructures. En fait, sur BigQuery, tout ce que vous faites, tout ce que vous créez, des tables, des procédures stockées, des vues, des datasets, c'est des ressources cloud, au même titre qu'une VM par exemple, et donc vous allez pouvoir créer automatiquement ces ressources-là avec des outils qui sont dédiés à cet usage. Donc je parle de Terraform, mais il y en a d'autres, il y a Pulumi, Cloud Deployment Manager, je crois, sur GCP que ça s'appelle, ne l'utilisez pas. Terraform c'est bien. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est écrire vos tables, donc avec le schéma de vos tables, vos procédures stockées dans des fichiers Terraform. Vous mettez tout ça dans Git. Quand vous faites git push, ça part sur GitHub ou peu importe. Et il y a une CI qui prend le relais, ça déploie automatiquement ça dans GCP. Quand vous faites votre PR, que vous mergez votre PR dans un master, ça déploie sur la prod. Comme ça, tout ça est automatisé et reproductible. Vous êtes sûr que vous avez bien testé
tous vos déploiements avant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de versionner vos tables. En fait, souvent, quand on construit des API, on voit /v1 par exemple, pour versionner les API, parce que dans la V2, j'ai ajouté des attributs, ou j'ai supprimé des attributs, ce genre de choses. Pour des tables, c'est pareil, vous pouvez versionner, faire des ventes V1. Ce qui fait que si vous ajoutez des colonnes, ou que vous changez l'ordre des colonnes, que vous supprimez des choses, ça ne va pas casser tous les reports et toutes les applications qui sont connectées. Donc vos utilisateurs ils vont être contents. Vous pouvez garantir la maintenance de votre V1 pendant un certain temps et puis dire aux gens, maintenant vous migrez sur la V2. Certes, ça duplique de la donnée, parce que vous allez tout avoir dans la V1, dans la V2, mais ça ne coûte pas cher. Dernière optimisation, c'est sur la sécurité. Donc ça, c'est l'arbre de ressources dans GCP. Donc tout en haut, on a l'organisation. En dessous, on a les folders, les projets. Les projets, c'est là où on va rattacher directement une ressource, une VM, ce genre de choses. Dans BigQuery, on descend encore d'un cran, parce qu'on a le dataset, c'est un ensemble de tables, et on a la table, qui contient des enregistrements. Donc, vous pouvez donner l'accès à des services comptes, des utilisateurs, des groupes, sur toutes les étapes de cet arbre de ressources. Donc, à chaque fois, faites-le sur la table quand c'est possible, parce que comme ça isole bien les responsabilités, vous savez qui a accès à quoi. Si vous mettez, allez, je me fais pas chier, sur organisation, je mets tout le monde viewer, bon, c'est pas top forcément pour la confidentialité des données. Quelque chose d'intéressant, c'est le RLS. Il y en a qui connaissent, le Raw Level Security. Ça permet d'ajouter encore une étape à cet arbre de ressources et de faire l'accès à de la donnée différent au niveau ligne. Donc ça veut dire que, certes, en fonction de l'utilisateur qui fait la requête SQL, les résultats ne seront pas les mêmes parce qu'il n'a pas accès aux mêmes lignes. Par exemple, si j'ai des données de vente de mon magasin sur toute la France et que je suis un commercial d'Occitanie, je ne suis pas censé voir peut-être les résultats du groupe à l'échelle de la France. Donc mes agrégations sont faites juste pour ce que je suis censé voir, même si tout est dans la même table. Donc vous allez pouvoir créer comme ça des politiques différentes en fonction de l'utilisateur qui accède. Même si vous utilisez un outil externe, par exemple Power BI, mais en fait l'identité de la personne, donc son mail, est transférée dans la requête JDBC, et donc BigQuery est au courant de qui interroge la donnée, et va faire des agrégations différemment. Donc ça, c'est nouveau et c'est plutôt sympa. Voilà, je vous remercie, et n'hésitez pas si vous avez des questions.